Bonsoir, soyez donc les bienvenus à la 6e édition de Place à l'entreprise, une initiative de l'UPE 30. L'entreprise défi d'avenir, la transmission d'entreprise à l'honneur, ça vous l'avez compris. J'appelle donc Pierre et Romain Tissot, j'appelle Stéphane et Vincent Vergne et Thomas de Richebourg. Voilà, donc merci d'avoir accepté d'être avec nous, d'avoir pris de votre temps, notamment Monsieur de Richebourg. Vous arrivez un petit peu plus loin que nos Nîmois et nos Gardois. Pierre et Romain Tissot. Pierre, c'est le créateur de la holding Tissot. Romain, le fils, le directeur de Tissot Immobilier, filiale du groupe Tissot. Stéphane, est-ce que j'ai besoin de les présenter? Stéphane et Vincent Vergne, vous les connaissez bien, Aoual de Nîmes, fondateur de la fromagerie Vergne Gourmet. Vincent, le fils, et dirigeant, il en parlera tout à l'heure, maître affineur et maître fromager. Thomas de Richebourg. Thomas de Richebourg, c'est le grand témoin de notre table ronde de ce soir. C'est le président de Richebourg Environnement. On va situer juste l'histoire. 40 000 collaborateurs, 2,7 milliards d'euros. Ça parle suffisamment. On va voir un éclairage avec vous sur la transition parce que vous aussi, vous êtes dans ce cas-là, mais aussi peut-être un éclairage un peu plus macroéconomique. Et on vous en remercie par avance. L'entreprise, dans le temps évolue, se transforme, se transmet parfois au sein d'une même famille. On parle bien de ça ce soir. Pierre Tissot, vous allez d'abord nous faire, on a à peu près une dizaine de minutes par entreprise, hein, donc je vous donne un petit peu le cadre. Vous allez, Pierre, nous parler du groupe Tissot. Mais d'abord, un peu d'histoire. Le groupe Tissot, c'est quoi au départ? Alors la création a été faite en 1979 par moi-même, une entreprise artisanale d'électricité. Rapidement, comme je m'intéressais au bâtiment et à la construction, j'ai commencé à travailler en parallèle sur des opérations immobilières essentiellement tertiaires. Donc, dans les années 86-87, j'ai commencé et j'ai réalisé des opérations en portage financier sur du bâtiment administratif. Donc de là, j'ai créé en 91 la holding Tissot pour deux raisons. Déjà pour scinder en deux mes deux activités, l'électricité climatisation qui étaient des sociétés de services et en parallèle l'immobilier pour ne pas rentrer en concurrence avec mes clients qui étaient des promoteurs et que j'avais des deux côtés. Voilà. En 2001, mon entreprise d'électricité et de climatisation était arrivée à plus de 80 collaborateurs, donc on était un groupe qui commençait à peser dans le Languedoc-Roussillon. J'ai été racheté par le groupe Amexpi. Partant de là, je me suis consacré à 100% sur l'immobilier d'entreprise. Et là, derrière, vous voyez quelques opérations qu'on a réalisées. En 2003, j'ai mon premier fils, Benoît, l'aîné, qui s'est rattaché au groupe à travers des filiales, puisque nous, on a une holding, on a des filiales derrière, donc chacun est patron de sa propre filiale, mais intègre au groupe à 100%. Donc Benoît, lui, c'était la maîtrise d'œuvre. En second, c'est Romain, qui a créé en 2005 Tissot Immobilier, donc la gestion, la vente et le syndic au niveau de l'immobilier, mais par contre logement et tertiaire. En 2007, j'ai mon troisième fils, parce que j'ai 4 garçons, ça va être un peu long. Troisième fils, c'est Nicolas, qui a créé CETA Énergie sur de la production d'énergie photovoltaïque. Donc le groupe a investi sur de l'énergie photovoltaïque. En 2012, Nicolas a créé Tissot Électricité, il est revenu aux sources en tertiaire industriel, puisque le problème de l'énergie avec les moratoires qui sont passés sur le photovoltaïque, on peut casser le marché. Donc il s'est rabattu sur l'électricité industrielle. En 2013, j'ai mon dernier, Olivier, qui a créé... secondes, hein, pour la dynastie. Après, je vais vous arrêter. Il a créé Fimoprom. Et derrière, il a recréé en 2017 T-Spark et Facility. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est qu'on est aussi issu d'un milieu de rugby. La totalité de mon groupe, de mes fils, pardon, ont joué au rugby, ainsi que moi-même et mon père et mon frère. Bon, ça nous a apporté des valeurs. Je pense qu'on retransmet nos valeurs à travers notre entreprise, qui sont la solidarité, l'esprit d'équipe et l'avancée. Alors, simplement, les deux chiffres, parce qu'il faut toujours parler de chiffres à la fin.
Mon groupe a été coté en 2001, on était aux alentours de 4 millions d'euros. Et à l'heure actuelle, avec tout le travail de mes fils, par rapport aux filiales qui se sont regroupées, on est valorisé à peu près à 80. Voilà. J'aimerais que vous parliez, merci pour cette première information sur la présentation, on peut vous applaudir bien sûr. Et je crois qu'on vous applaudit aussi pour ce beau parcours, hein. Je crois qu'il faut comprendre ça. Romain, la stratégie de groupe pour pérenniser l'entreprise, et justement, dont vous êtes un des successeurs quelque part, parce que c'est un choix volontaire, cette holding. Faire progresser l'entreprise avec vous, les enfants. Je ne sais pas si c'est à moi de répondre à ça, effectivement, mais en tout cas, sur la stratégie, comme mon père l'expliquait, donc moi je suis directeur de Tissot Immobilier, également co-gérant du groupe. La stratégie de développement se fait naturellement. Aujourd'hui, on est sur un montage, le schéma qui a été diffusé tout à l'heure était assez clair. On est vraiment sur du gagnant-gagnant entre les filiales et le groupe. Le groupe a 3 activités principales qui ont été développées, à savoir l'investissement, la promotion immobilière et la production d'énergie. Et les filiales qui sont rattachées au groupe permettent de développer ces activités-là. Bien entendu, c'est dans les deux sens. Voilà, donc aujourd'hui, le développement est axé sur le marché montpelliérain. On a des beaux projets sur Nîmes que vous avez vus sur les films, mais on a des grosses opérations en cours sur Montpellier. Donc forcément, qui a été inaugurée il n'y a pas très longtemps. Une qui a été inaugurée voilà. On le voit bien, c'est après le Zénith, entre le centre-ville et Asset Center, ce sont les 7 immeubles de bureaux. Donc, qui ont donc été réalisés par une entreprise gardoise, hein, et FDI Promotion pour la cité. En copromotion avec un Montpelliérain. Et qu'on a inauguré il y a quelques semaines. Hein. C'est ça, exactement. Et ce travail qui a été fait et ces livraisons-là entraînent forcément du business derrière. Et de ce fait-là, on implante des filiales qui sont créées, comme Olivier, par exemple, un de mes frères, qui a monté Tis Park and Facilities sur de la gestion de parking et du déplacement, on pourra en parler plus tard prochainement, mais sur du déplacement doux qui vient en collaboration avec les collectivités et les métropoles. Voilà, donc ça nous permet d'ouvrir forcément des marchés et à chaque fois, l'idée, c'est de prendre la place, quoi. Pierre, je reviens vers vous, puisque la question vous revenez, semble-t-il, sur la stratégie du groupe via la holding. Mais comme Romain a dit, le gros avantage de notre groupe, c'est que mes 4 fils ont chacun leur filiale. Donc ils sont indépendants, ils gèrent leur filiale comme ils l'entendent. Et par contre, collectivement, le développement du groupe, que ce soit en immobilier, promotion, en gestion et en énergie renouvelable, c'est collectif. C'est-à-dire qu'on a des réunions toutes les semaines, des conseils d'administration entre guillemets, et on discute les stratégies, les opportunités du développement du groupe. Romain, je reviens vers vous. Comment fait-on pour travailler en famille? Ça ne doit pas tout le temps être facile, tous les jours. Ça, c'est la question piège, ça. Je sais pas si... On va à l'heure de vérité. Alors, comment ça se passe? Forcément, il y a quelques tensions de temps en temps, mais dans l'ensemble, je suis tenté de répondre non, c'est facile. Il n'y a pas de difficulté à travailler ensemble. Pourquoi? Et on revient encore à ce schéma qu'on a vu tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, sur le montage et l'organisation, on peut, nous, les fils, s'épanouir et laisser parler nos propres égos dans nos entreprises. On est chacun chef de notre entreprise, chef d'entreprise, sur les filiales qui sont rattachées au groupe, mais on a vraiment une autonomie complète sur la gestion. Je vais parler pour moi sur Tissot Immobilier, et que ce soit le recrutement, le développement, l'ouverture de prochaines agences sur Montpellier, il n'y a pas de consultation. On est vraiment autonome sur ça. Il y a d'autres facteurs qui permettent d'expliquer que ça se passe bien aussi. Je pense que d'abord, il y a l'éducation. On est issu d'une famille nombreuse. Et notre mère nous a quand même rappelé, Elisabeth, comment ça marche avec du monde. Voilà, il faut savoir partager. Et on passe pas forcément devant tout le monde. Et donc l'idée du collectif revient toujours. Aussi bien sur l'éducation et également sur l'éducation sportive. Parce que mon père en parlait, on a fait du rugby. On a eu la chance de jouer trois des frères ensemble. Et forcément, dans la vie professionnelle, on le voit beaucoup, hein, des anciens sportifs et beaucoup les valeurs du rugby qui sont exploitées dans l'entreprise. On se rend compte qu'on s'en sert tous les jours aujourd'hui. Pierre, avec Elisabeth, donc vous avez créé cette belle entreprise, cette holding, mais on se prémunit, on éduque ses enfants, on les fait grandir, on les conseille aujourd'hui. Je ne vous le souhaite pas, mais si vous arrive quelque chose, comment va se passer la transmission d'entreprise?
qu'il se passe quelque chose aujourd'hui? Ça fait partie de la fiscalité qui parlait tout à l'heure en table ronde. Donc nous, on a eu la chance, mais ce n'était pas prévu fiscalement, mais on a créé notre société à travers une holding familiale où on a de la pleine propriété et du usufruit. Donc j'ai fait une répartition à égalité à travers tous mes fils. Et s'il arrive quelque chose à moi ou à mon épouse, il est clair que le groupe reste à 100% dans la famille. Et fiscalement, c'est clair, comme on le disait avant, quand on prend en amont la fiscalité, c'est vrai que c'est relativement doux pour les portefeuilles. Mesdames, Messieurs, on salue Pierre et Romain Tissot. Merci encore à tous les deux. Si vous avez des questions, je vous rappelle, live tweet, on est en direct. On parle d'une autre belle saga familiale, mais là, on va parler peut-être un peu plus d'artisanat, même si, je dois le dire tout de suite, vous êtes reconnu dans le monde de la fromagerie, et notamment au niveau national. En 2012, le Gauthier Millot vous a d'ailleurs décerné le titre de meilleur fromager, enfin dans le top 10 des 10 meilleurs fromagers en France, sur 3200 fromagers. C'est pas rien. Et votre fils, quant à lui, a été 3 fois finaliste du meilleur ouvrier de France. On commence comme ça, c'est pas mal. Présentation de l'entreprise rapidement et son histoire. Avec vous, Stéphane? Oui, 1977, on crée l'entreprise avec mon épouse parce que je crois que ça vient d'être dit précédemment par la famille Tissot. Derrière des hommes, il y a des femmes, ou des fois devant maintenant, derrière des femmes, il y a des hommes. Et je crois que c'est une belle association. J'ai entendu là des mots forts qui nous parlent aussi à nous. Partage, respect de soi-même, respect de l'autre, des valeurs, des valeurs, des valeurs. Et c'est ça l'entreprise. L'entreprise, on va dire, on va faire l'historique de l'entreprise, mais c'est quoi? C'est des valeurs, respecter les gens, aimer ce qu'on fait, ne pas se prendre pour ce qu'on n'est pas et être soi-même. Et d'abord, apprendre à s'aimer. Et quand on commence à apprendre à s'aimer, c'est qu'on a fait un chemin et qu'on est respectueux des autres. Voilà, déjà, c'est un petit peu. Alors, vous l'avez dit brièvement, c'est vrai, 77, donc création avec mon épouse, on était tous les deux. Puis on a grandi doucement, on s'est lancé dans l'affinage. Alors l'affinage, c'est peut-être un peu compliqué c'est un peu l'alchimie du fromage, si on veut dire. C'est la signature, c'est un peu la signature du cuisinier. Et puis. C'est la maturation du fromage. Hein, voilà, c'est ça. Ouais. Mais il y a quelque chose. Il y a un travail personnel. Personnel, voilà, absolument. Là aussi, il faut développer de la passion, pas seulement de la technique, sinon ça suffit pas. Et puis on a modestement, mais grandi, mais on s'est bien implanté dans notre ville et on peut dire à peu près, enfin ce qui nous concerne nous, à peu près réussi notre parcours. Voilà. Alors en 2013, et on va céder le micro à Vincent, vous êtes, c'est à ce moment-là que vous reprenez l'entreprise de papa, qui aujourd'hui est plus un conseil qu'autre chose. Hein. On s'est un petit peu calé là-dessus quand on en a parlé tous les deux. Hein. Il vous aide parfois un petit peu, mais comment vous-même vous êtes préparé à cette transmission? Alors, on va parler de votre deuxième étal, évidemment, et cette fusion et ce que vous dirigez aujourd'hui. Je peux intervenir là, parce que sur la succession, Vincent, il avait 13 ans. Papa, je veux faire ton métier. Oui, mais enfin, tu veux être pompier, tu veux être ci, tu veux être là, pati pata. Et puis, à un moment donné, il s'est dévoilé un peu plus tôt dans l'adolescence. Et je lui ai dit, alors ça là, c'est sérieux. Et c'est sérieux, ok, mais on va organiser ta formation professionnelle en fonction de ce que tu veux faire. Donc là, il va vous en parler un petit peu. Son École parcours. laitière. Voilà, là, il va vous en parler. Ouais, mais effectivement, on a construit ça. Pardon, vas-y. Ouais, je crois qu'il voulait en parler. Le papa est encore bien présent, on voit. Allez-y, allez Vincent. D'un côté, c'est vrai, c'est qu'en fait, on a eu une discussion de fond dans les caves d'affinage qui, à l'époque, étaient à la maison familiale, hein, sous la maison familiale. Et on discutait, et c'est là que je lui ai dit que oui, effectivement, ce qu'il faisait comme métier, ça me plaisait, et que j'avais vraiment envie de le faire. Et donc, il m'a parlé de formation, contrairement à lui qui n'avait pas eu la chance de pouvoir se former, qui a appris beaucoup sur le tas. C'était de mettre en place un parcours scolaire pour faire ce métier. Donc, je suis parti, après ma seconde générale à Daudet, je suis parti dans une école laitière à Aurillac, qui est une école entreprise où on fabrique des fromages. Hein, on fabrique du Cantal, du Saint-Nectaire, du Bleu d'Auvergne, et qui était en fait le bac scientifique technique, donc microbiologie et biochimie. Et ensuite, je suis parti dans le Jura, à Poligny, qui est une école laitière aussi, qui est l'école laitière de référence,
pour se perfectionner dans la technologie laitière et donc fabrication dans le Jura de comté, morbier, yaourt, beurre et d'autres fromages. Et entre-temps, bien sûr, un petit tour de France où je suis parti en Savoie fabriquer de l'emmental, monter dans le Beaufort, fabriquer du Beaufort en alpage. Je suis allé en Normandie fabriquer des camemberts, les camemberts qu'on a aujourd'hui. Hein, c'est toujours la laiterie dans laquelle j'ai travaillé. J'ai même habité quand je faisais mon stage. Voilà, on a mis en place tout ce cursus. Gros volet formation. Gros volet formation sur la technique de fabrication, les techniques d'affinage aussi, et surtout aussi comprendre ce qui se passe dans le fromage, parce que le fromage c'est un biotope en fait. Hein, donc si on rentre un peu plus dans la technique, c'est de la microbiologie et de la biochimie. Donc c'est important de comprendre aussi ces étapes et ces fonctionnements. Et donc le départ, c'est 2002 ? Le départ, c'est 2002. Donc après l'école laitière, c'est une école supérieure de commerce qui ajoutait une compétence commerciale à la compétence technique microbiologique. Et c'est l'ouverture du magasin, tout à fait, en 2002 sur le Pompidou. Voilà, et qui s'explique par le fait que Étalier de Nîmes, OL de Nîmes, c'est ouvert le matin. Et vous avez l'idée de dire, mais tiens, pourquoi on ne continuerait pas l'activité l'après-midi ? Exactement, c'était ce que j'avais en tête, c'était de me dire, oui, c'est vrai que les halles, le matin, c'est le ventre de Nîmes, c'est le cœur de la ville, mais c'est vrai que l'après-midi, il manquait des offres, et donc du coup l'idée de ce magasin, c'était effectivement ça. On va revenir sur la transmission. Donc en 2013, vous reprenez l'entreprise, l'étal de papa au Hall de Nîmes. Votre conseil, c'est d'abord votre expert comptable, mais c'est aussi une démarche intelligente de Vincent. J'aimerais que vous me parliez de ça. Il me dit, il a eu une démarche intelligente pour que je reprenne dans de bonnes conditions l'étal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Bah oui, parce que j'ai la chance d'avoir mon papa qui a ce côté où justement on était sur une période où avec des copains fromagers, il y avait pas mal de transmission d'entreprise et d'autres qui se passaient pas forcément bien, d'autres qui se passaient mieux. Et c'est vrai que le fait d'avoir pris du recul et de me laisser un peu sans être immersif, sans venir vraiment mettre son grain de sel, laisser faire les choses. Mais pas d'ingérence, quoi. Voilà, pas d'ingérence, mais tout en gardant ce côté un peu de conseil, parce que mon papa a toujours été de très bons conseils, donc j'ai toujours l'oreille un peu attentive par rapport à ça. Et c'est vrai que ça s'est du coup très très bien passé, et même si parfois, comme le disait aussi Romain tout à l'heure, il y a parfois des points de friction qui se créent, ce qui est normal, c'est la vie. Mais n'empêche qu'à l'arrivée, on est toujours d'accord et on avance toujours bien. Dans toute transmission, il y a la valorisation et les capitaux donc, de l'entreprise. Comment est-ce que vous avez valorisé ? Tiens, on va prendre votre exemple de l'étal des Halles de Nîmes. Comment on procède pour faire ça ? Alors, puisqu'on ne vend pas un fonds de commerce au Halles de Nîmes, là on vend un droit d'occupation, une valeur d'entreprise. Moi, il se trouve que j'étais président aussi de ma fédération professionnelle, donc j'avais toutes les informations et toutes les demandes de France et de Navarre pour reprendre notre entreprise. On a fait une évaluation à la cote. À la cote, oui. Pas surévalué. Ah non. Pour le fils, on n'avait pas faire ça quand même. C'était pas possible. Et le financement, ça s'est passé comment ? Comment vous avez racheté ? Ça s'est très bien passé, puisque notre partenaire, ça a toujours été le Crédit Agricole. Un prêt ? Voilà, tout à fait, un prêt, puisqu'ils ont toujours été... Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Oui, ils ont toujours été très proches de nous, on a toujours eu de très bons liens, et donc quand la société voulait racheter la fromagerie familiale, il n'y a pas eu de problème. Et puis il y a une chose dont vous m'avez parlé, c'est que la transmission, c'est aussi la modernisation. Vous n'oubliez pas que le métier évolue, mais vous conserver la tradition, notamment sur les plateaux fromagers. De quoi s'agit-il ? On essaie toujours de développer des nouveaux supports, de développer des présentations. Tout à l'heure, on a vu des photos défiler, par exemple, avec une paire d'escarpins en fromage que ma femme avait conçu avec des copains. On avait organisé la première fromage Fashion Week pour faire l'ouverture de la Fashion Week à Paris. On avait organisé ça au Faubourg Saint-Honoré, au stade de chez Yannick Aleno. Donc c'était vraiment une belle réussite. Et ma femme avait fait la conception des chaussures et d'un sac à main aussi en fromage. Enfin voilà, on s'amuse à dépoussiérer notre métier, à être toujours un peu innovant, que ce soit à travers les supports. Tout à l'heure, vous verrez sur les buffets, on a des maîtres de fromage. Il existe le maître de Ricard, il existe le maître de bière, et il existe aussi le maître de fromage. C'est des idées un peu farfelues, mais qui ont du sens et qui amènent vraiment de la nouveauté.
Donc on essaie toujours de garder ce côté tradition, puisqu'on est attaché à nos fromages fermiers qui ont de l'histoire et qui ont du sens, mais on essaie toujours de les faire avancer dans ce monde qui se modernise et qui avance aussi. Sans transition, et quelle perspective pour demain? Parce que je crois que vous préparez une certification, on parle même déménagement des caves. Parlez-nous un petit peu de ces projets, parce que ça aussi, hein, je pense que papa, il n'est pas très loin, hein, il doit un petit peu conseiller, il sait ce qu'il faut faire. Oui, il a passé sa vie dans les caves, donc forcément, il le sait. Puis oui, nous, notre objectif aujourd'hui, après, c'est de déplacer les caves pour avoir l'agrément européen aujourd'hui, puisqu'on commence à être un peu à l'étroit. L'activité se bonifiant, et ça demande un peu plus de place, un peu plus d'organisation aussi dans le travail, et être un peu plus précis. Donc c'est quelque chose qu'on va s'atteler à faire. Et puis d'autres points de vente aussi, je crois, en projet, c'est ça? Oui. Bon, après, on a toujours des idées. Après, alors il faut toujours arriver à les concrétiser. Mais effectivement, oui, on a encore envie de se développer, d'avancer, de répandre la bonne parole du fromage autour de nous. On voit bien qu'il y a du savoir-faire derrière tout ça. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, sur le développement notamment, parce que là, il a raison. On a des fois des opportunités de développement dans des lieux. On parlait d'humain tout à l'heure, et là, on a quand même une difficulté dans d'autres sociétés. C'est même en payant bien les gens, c'est à les faire travailler. Et ça, c'est un vrai problème qu'un jour, peut-être, messieurs les politiques, il va falloir que vous preniez en considération, parce que, on m'a parlé récemment d'une étude sociologique sur les jeunes générations qui ont d'autres aspirations. Ok, on les entend, mais la vie reste la vie, et à un moment donné, il faut quand même se lever le matin, et ça ne se construit pas tout seul. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Mais il n'y a que des chefs d'entreprise ici. Alors, Mesdames, Messieurs, les Vergnes père et fils, merci beaucoup pour vos 2 témoignages. À nous, Thomas de Richebourg. Oui. Alors, on est heureux de vous avoir ce soir, et encore merci d'avoir fait le déplacement tout spécialement. Et vous, avant de parler de l'entreprise et de la transmission, d'abord, vous allez nous dire un petit peu qui vous êtes, parce que on vous connaît d'abord comme comédien. Puis après, vous avez occupé différents postes dans la société qui a été fondée par votre grand-père. C'était en 1956. Autrement dit, c'est un parcours atypique qui ne vous destinait pas forcément à avoir la présidence aujourd'hui de Richebourg Environnement. Complètement. Déjà, bravo pour vos parcours à vous. Ils sont sensationnels. Et finalement, on a tous un peu le même état d'esprit. C'est-à-dire beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, une continuité aussi de vouloir faire perdurer une tradition, quelque chose. Et en même temps, je m'aperçois que les pères sont toujours très bienveillants vis-à-vis de leurs fils, qui veulent le meilleur pour eux, que ça se passe bien, qu'ils ne fassent pas d'erreur. Donc je reconnais un petit peu ça aussi avec mon père. Non, moi, donc avant de rentrer dans l'entreprise, j'ai eu un parcours scolaire classique. Et puis je voyais mon grand-père et mon père en embuscade au bout du chemin. Et je me disais, là, je vais avoir du mal à rentrer tout de suite si je ne fais pas moi-même ma propre expérience avant. Et donc, j'ai fait un métier qui était complètement hors norme, qui était en dehors des codes de l'entreprise. Et donc, je suis rentré au cours Florent. J'ai passé mes classes là-bas. J'ai eu Francis Huster comme professeur et j'ai commencé à faire des pièces de théâtre avec lui. Ensuite, j'étais au Théâtre de l'Odéon et à la Comédie Française où je suis resté 2 ans et demi. Puis j'ai commencé à tourner. Bon, il n'y a rien de secret. Vous verrez tout dans Google. Vous tapez mon nom, Thomas de Richebourg. Vous verrez tout ce que j'ai fait. Et à un moment donné, je fais ça pendant 10 ans. J'étais intermittent du spectacle. À un moment donné, je pense que j'avais le groupe familial en moi. Et puis, au moment où les choses se passaient bien dans ce métier un peu d'acteur, où je voyais que les choses commençaient à grossir, et ben c'est là où j'ai arrêté et où j'ai appelé mon père pour lui dire que je voulais travailler dans l'entreprise. Activité de service aux collectivités et aux entreprises, société de recyclage de ferraille. On a en illustration votre activité d'aujourd'hui, si j'ose dire. Alors, on parle de l'entreprise et de cette dimension familiale. Est-ce que c'est une force ? Pour moi, c'est une véritable force. On le voit bien déjà dans les 2 témoignages de famille qu'il y a eu, parce que le patrimoine familial, il est là, il perdure et on le protège jalousement. Je vois dans ces 2 témoignages qu'on a envie de faire perdurer, qu'on a envie que ça fonctionne, de le développer, peut-être aussi de l'exporter, peut-être d'avoir aussi des diplômes, des reconnaissances. Et c'est exactement pareil aussi au sein du groupe de Richebourg. Moi, je suis très proche de mon père, je suis très proche de mon frère. On travaille ensemble beaucoup, chacun dans des activités différentes. C'est un peu ce qu'a fait M. Tissot, en mettant un fils chacun dans une branche. Comme ça, il n'y a pas trop de rivalité et chacun peut développer à soi-même son activité sans trop se marcher dessus, même si on est extrêmement complémentaires avec mon frère. Lui, il est dans les services aux entreprises, moi dans tous les secteurs de l'environnement et le recyclage. Donc dès que j'entends parler de quelque chose pour lui, je l'appelle immédiatement, il envoie ses équipes, inversement pour moi. Donc on est finalement extrêmement collaboratifs et c'est une alchimie qui s'opère très bien. Et mon père est le président du groupe, il est
présent dans l'entreprise. Il est jeune, il a 64 ans, donc il est là encore pendant un très long moment. Mais on a une grande autonomie, une grande confiance qui s'est installée entre nous tous. On prend des risques mesurés, mais moi j'ai très envie de faire perdurer le groupe. J'aime profondément ce que je fais, j'aime profondément ma famille, et j'ai très envie d'être sur le chemin que nous faisons. Moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis dans le groupe, et on développe l'activité avec beaucoup d'entrain, beaucoup de courage. Et en tout cas, c'est quelque chose qui me passionne, de faire perdurer le nom de Richebourg. On ne nous connaît pas beaucoup. On a un grand groupe. On nous connaît peut-être un petit peu sans trop savoir exactement tout ce que nous faisons. Voilà, mon père, vivons heureux, vivons cachés, n'a pas toujours communiqué. C'est quelque chose qu'on va mettre un peu à l'ordre du jour. Donc on est en train de continuer un peu ce qu'a construit mon grand-père, qui était ferraillou dans les années 50, 60, qui était abandonné et il collectait. Voilà, c'était vraiment le métier de base à l'origine, débarras de cave. Et ensuite, il y a eu mon père. C'est une famille d'autodidactes. Et moi, j'ai eu une immense chance dans ma vie, c'est de voir le groupe se construire. J'ai vu l'acharnement, la volonté de vouloir bâtir, de se sortir quand on n'a rien, quand on n'a pas de diplôme, quand on est tout seul. Et quand je vois aujourd'hui le groupe, vous vous présentiez tout à l'heure, on est presque 40 000 personnes, je me dis quelle réussite, j'ai vu tout ça. Et c'est vrai que moi, j'étais immergé. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que j'ai fait un autre métier avant, parce que moi, les week-ends, toujours, jour et nuit, on était noyés dans le groupe. Mon grand-père m'emmenait sur les chantiers, dans les déchets. J'étais là avec mes bottes. Et finalement, j'ai détesté ça quand j'étais jeune. J'ai pas du tout aimé faire tout ça. J'étais pas avec mes copains, mes copines. J'étais toujours avec mon grand-père et mon père sur les chantiers. Et finalement, avec le recul, je me dis, mais quelle chance j'ai eu de pouvoir vivre tout ça, de pouvoir être immergé dans tout ça et surtout dans ce métissage qui sont dans nos activités, parce qu'on est un groupe avec plus de 80 nationalités. On est plus de 30 conventions collectives. Et puis finalement, nous, c'est la pyramide à l'envers. C'est le bas vers le haut. On est dans un top management extrêmement écrasé. Finalement, tout le monde, à un moment dans le groupe, a croisé un de Richebourg. Et finalement, être proche du terrain, proche de nos hommes, de nos femmes, et puis proche de nos clients. Et je crois que c'est ça aussi la réussite du groupe, c'est cette réactivité qu'on peut avoir parce qu'on a un top management qui est extrêmement écrasé. Donc on est très opérationnel. On a bien compris cette complicité qui fonctionne bien dans votre groupe. Et comment fait-on dans une entreprise de la taille de la vôtre pour conserver cet esprit familial encore aujourd'hui ? Parce que les enjeux sont importants, c'est pas facile. Alors déjà, c'est la personnalité que nous avons. Moi, vous me mettez dans n'importe quelle entreprise, je vous dirai, avec les salariés, je vous dirai exactement comment se comporte la direction. On est toujours à l'image de son patron, tout le temps. Ça, c'est quelque chose, c'est l'ADN du groupe, se prend sur les collaborateurs, sur les salariés. Et donc, vous voyez un petit peu comment je m'exprime, qui je suis. Et j'ai un management qui est très basique, qui est très simple. Je suis très collaboratif. On n'est pas le meilleur partout. Je ne suis pas le meilleur en tout. Par contre, je suis un très bon coordinateur. Je m'entoure aussi, je sais m'entourer de très bons collaborateurs. Je crois que c'est ça la réussite. Vous parliez tout à l'heure de faire travailler les gens. Il faut aussi recruter les bonnes personnes, les intéresser, les mêler complètement à l'entreprise et qu'ils fassent partie aussi de votre famille. Alors nous, c'est une très grande famille, mais c'est aussi un vrai choix que nous faisons dans le choix des collaborateurs. Encore une question, les perspectives de développement aujourd'hui et la suite, parce qu'on parle de transmission d'entreprise. Comment ça va se passer avec votre père ? Alors pour l'instant, mon père, il a 64 ans. J'entends bien. Il est là encore. Mais est-ce que vous préparez ? Non, je ne sais pas encore trop comment les choses se préparent, si ce n'est qu'on sera tous les deux avec mon frère. On managera, on dirigera aussi ce grand groupe. Vous savez, il y a suffisamment de travail pour tous les deux et dans l'organisation, on est très pragmatique. On veut vraiment que les choses perdurent. On est très intelligent avec mon frère pour bien s'entendre et bien faire, pour ne pas avoir de rivalité en tout cas sur ces sujets-là. C'est des choses qui arriveront après naturellement, mais on restera tous les deux main dans la main. Là aussi, comme on l'a vu pour la famille Tissot, chacun à sa place, à son poste, et on ne dépasse pas ses limites, c'est-à-dire on respecte suffisamment pour que l'autonomie permette l'efficience, l'efficacité. Exactement, je n'interviendrai jamais sur les activités de mon frère et vice-versa. Quand je dois demander des choses, je passe par mon frère. Enfin, les choses se font d'une manière extrêmement hiérarchisée et simplifiée et organisée. Non. Ambition nationale, ambition internationale pour votre groupe. Peut-être un mot là aussi là-dessus. Oui, bien sûr. Déjà, on fait à peu près 70% de notre chiffre d'affaires en France, 30% à l'international. Et nous, on est dans des activités qui s'exportent facilement. Tout ce qui est la collecte, le traitement des déchets. Il y a des pays aussi qui ont énormément de besoins. On a une filière au Maroc, là, en 3 ans, où maintenant on est 5000 personnes, où on s'occupe de la gestion des déchets des plus grandes villes marocaines. On a des perspectives aussi sur la Côte d'Ivoire, sur le Sénégal. On a une très grosse implantation au Canada. Ça fait 3 ans qu'on est là-bas et maintenant on détient plus de la moitié de la ville et de la métropole de Montréal, justement sur tous ces sujets-là. Vous savez, en France, on est très experts.
Et le monde entier on nous envie nos ingénieurs. D'ailleurs, vous allez au Québec, il y a une population française qui est incroyable. Tout le monde part là-bas parce ils accueillent nos ingénieurs et la compétence que nous avons. On a un parcours en France scolaire qui est exceptionnel, inouï. Et franchement, quand je vois les déplacements que je peux faire dans le cadre du MEDEF international... Alors, on va en parler justement, parce que moi, j'aimerais que vous parliez de ça, un mot là-dessus, parce que vous êtes vice-président du MEDEF international, vous avez accompagné le président Hollande dans leur déplacement, vous étiez avec le président Macron il y a quelques semaines, je crois, au Canada, donc vous avez une belle expérience. Quelle est la perception aujourd'hui? On lève un petit peu d'un cran aussi, parce que votre regard, évidemment, nous intéresse sur l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle peut être demain. Peut-être un mot également sur la force des régions aussi, et le commerce, dont on a évoqué tout à l'heure, avec Patrick Vignal. Alors, juste je rectifie, je ne suis pas vice-président du MEDEF, je suis dans le MEDEF international. Je ne suis pas vice-président, moi je suis dans le MEDEF international et j'accompagne le président dans les délégations présidentielles, uniquement dans les pays ciblés, des pays qui nous intéressent. Je ne fais pas tous les voyages non plus. Et puis effectivement, je parlais à votre histoire de fromagerie, d'artisanat. Quand je vois au Québec, quand je vois au Maroc ou ailleurs, il n'y a pas toute cette expertise. Et c'est vrai que tout le monde nous envie notre vin rouge, notre fromage, notre expertise. Et donc c'est vrai que la France, elle est extrêmement bien vue à l'étranger, à l'international. Et quand j'ai la chance de faire ces déplacements présidentiels, je vois un peu l'engouement, l'appétit qu'il peut y avoir de tous ces chefs d'État, ces ministres d'État. Ils envient beaucoup la France, ils envient beaucoup on parlait tout à l'heure de The Camp, là, de nos incubateurs, de notre intelligence artificielle, de toute notre innovation, digitalisation, tout ce qu'on est en train de faire. La France, finalement, est très en avance. On se critique beaucoup soi-même, on est très critique, mais quand on voit ce qui est fait ailleurs et quand on voit ce qu'on fait en France, franchement, on n'a pas à rougir. C'est exceptionnel ce que nous faisons ici. Et dans les régions Et dans les régions, c'est la force des régions. Moi, j'adore ce qu'ils font. Tout à l'heure, monsieur le député, il parlait de remettre l'humain dans les régions, de remettre des commerces également au troquet. Et c'est ça qu'il faut. Il faut faire un mix des deux. Il faut avoir aussi des grandes surfaces et une vraie richesse dans les régions, dans les centres-villes, pour faire perdurer cet artisanat qui est aussi créateur d'emplois. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est des choses vraiment. Et de ne pas dénaturer toutes ces régions, toutes ces centres. Quand on voit dans le lieu dans lequel on est aujourd'hui, qui est un lieu exceptionnel, je suis le seul peut-être aujourd'hui à avoir un accent parisien dans tous ces accents chantants qu'il y a aujourd'hui. Je suis très content d'être parmi vous. Merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut garder l'artisanat, il faut le protéger très jalousement. Alors c'est vrai que quand on est un chef d'entreprise dans une petite structure, une moyenne structure, c'est toujours difficile. Il y a des problèmes de finances, il y a des problèmes de recrutement, il y a des problèmes de management, il y a beaucoup de soucis. Et le chef d'entreprise, il doit tout faire, être compétent un peu surtout sur les sujets RH, sur l'économie, sur les finances, sur l'administratif. Et c'est pas toujours évident à gérer. Donc il faut s'accrocher et puis il faut croire beaucoup en soi, beaucoup en sa qualité et surtout avoir beaucoup, beaucoup d'ambition pour soi-même et son groupe. Mesdames, Messieurs, Thomas de Richebourg. Merci. Merci beaucoup Merci encore pour votre témoignage. Alors, il y a plusieurs questions qui sont arrivées, mais qui rejoignent un petit peu le débat qu'on vient d'avoir. Il y en a encore une qu'on n'a pas eue, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, en tout cas pas là, parce que la question est, y a-t-il eu concurrence entre frères et sœurs pour reprendre la société? Il n'y a que des fils, vous avez un deuxième garçon aussi. Et il n'y a pas de sœurs non plus. Bon, on va dire entre les garçons, alors, est-ce qu'il y a eu... Reprenez le micro aussi. Est-ce que ça a été évoqué? Oui, ça a été très clairement évoqué. Moi, j'ai mon fils aîné qui a fait un autre parcours. Il s'est dirigé sur les traitements de données informatiques, qui c'est autre chose, et il n'était pas du tout intéressé pour venir travailler dans l'entreprise. Donc là, il n'y a pas eu du tout de compétition et les choses ont été dites dès l'entrée. Mesdames, Messieurs, on va remercier et saluer les sagas Vergne, Tissot et de Richebourg. Merci beaucoup, messieurs.
Et je salue également la présence de Thierry Procida, conseiller départemental, et de Corinne Ponce-Casanova, que je n'ai pas cité tout à l'heure, mais qui sont bien là avec nous. Vice-président de la métropole, et à qui je fais un gros bisou. Merci aux régies également, bravo les filles, garçons et filles. Julie, Christian, Mathieu, tous les autres que je ne nomme pas, mais bon travail, bravo. Bravo, bravo.